de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui est intéressant. Les orateurs précédents ont bien brossé le tableau sur l'organisation. Alors, un tout petit point de rappel sur la télémédecine, parce qu'il va falloir que je jongle entre la télémédecine et les AVC. La télémédecine, elle est née de manière juridique en 2009 avec la loi HPST et avec le décret en Conseil d'État en octobre 2010, et elle est confirmée dans la stratégie santé de 2020. Et donc, finalement, la télémédecine poursuit trois finalités différentes et complémentaires. Un, la substitution, c'est-à-dire une logique d'aménagement du territoire. Il y a besoin des difficultés d'accès, il manque un certain nombre de choses, et donc la télémédecine, les éléments numériques peuvent jouer. Amélioration de la qualité de la prise en charge, c'est la diffusion, la standardisation et l'éducation. C'est un point très important, parce que on a beaucoup pensé que la télémédecine pouvait substituer un manque. Je pense que surtout que l'avenir de la télémédecine, c'est le transfert des connaissances et la standardisation. Un intérêt économique, oui, de qualité, parce que finalement, si on diminue aussi la charge sur le patient et que le patient prend en compte la qualité de vie de l'usager, ça sera important. Le point qu'il faut aussi retenir et que vous aurez en conclusion, qui est déjà dans l'introduction, c'est que c'est une télémédecine clinique. Il faut quand même qu'il y ait un peu des médecins qui soient dans cette organisation et pas seulement des cases à cocher. Le travail ne peut pas se faire sans une organisation préalable pour déterminer quel service médical rendu. On ne va pas faire des joujoux avec des outils s'il n'y a pas derrière quelque chose d'intéressant, et il faut le co-construire avec les organisations comme avec les industriels. Si on revient sur le problème des AVC, vous connaissez, troisième cause de mortalité, deuxième cause de déclin, première cause du handicap, et le point important de ces 10 dernières années, c'est l'aspect organisationnel de l'unité neurovasculaire, c'est-à-dire cette fameuse troncunite. Et donc, si on reprend les traitements qui ont été démontrés dans la littérature, sur 1 million d'habitants, 2500 AVC environ, vous voyez que la première essai, qui était l'aspirine, qui évitait un certain nombre d'événements, mais finalement qui s'applique à 80% de la population et qui, in fine, sur 1000 patients, n'évite que 23 événements. L'effet organisationnel, c'est-à-dire la prise en charge en soins intensifs organisés de neurologie et de neurologie vasculaire, et qui s'adapte à tous les patients, quel que soit l'âge et la gravité de leur état, permet une amélioration très importante, majeure, puisque c'est 150. Si on prend le TPA, 1995, le TPA qui s'adressait à l'époque entre 5 et 10%, vous voyez qu'on a un effet entre 17 et 34 événements à éviter. Et puis, il y a eu des travaux très importants qui sont apparus sous l'école finlandaise, qui sont les champions du monde du door to needle, qui est à 23 minutes. Et ils se sont aperçus que lorsqu'il y a une organisation et des procédures très standardisées, eh bien, on peut comprimer le temps et, à partir de là, faire gagner la population target, et donc finalement d'avoir 20% de patients à partir de là avec un bénéfice augmenté. La craniectomie, c'est des patients que vous voyez en réanimation. C'est une modalité qui est efficace, qui a montré son efficacité, qu'il faut faire en suivant un certain nombre de critères. Ça évite beaucoup d'événements si on la pratique. Donc, il faut traiter 2 patients pour en sauver un. Donc, vous voyez que ça a un impact majeur. Malheureusement, la population cible est extrêmement faible de tous les accidents vasculaires, c'est moins d'1%, et donc avec un effet final plus limité. Et si on prend la thrombectomie mécanique, vous savez qu'il y a un effet qui est puissant. Il faut traiter entre 4 et 7 patients pour avoir un effet. Et donc, malheureusement, la population cible, c'est 3 à 8% de la population. Et encore là, c'est une estimation puisqu'on n'a pas vraiment ces chiffres. Donc, ce qui est important sur la prise en charge des accidents vasculaires, ça va être le diagnostic, finalement. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est l'accès à l'imagerie, à un diagnostic. Vous savez que l'imagerie IRM est plus performante que le scanner, et donc d'orienter le patient dans une filière pour gagner, chaque minute va compter, puisque chaque minute, 2 millions de neurones vont disparaître. Et donc l'objectif, ça va être d'identifier les bons patients pour permettre de reperfuser les patients qui vont nécessiter cette reperfusion, soit de manière chimique, soit de manière mécanique, réduire la pression artérielle sur les hématomes,
symptômes et prévenir la conséquence chez tous les patients. Donc voilà le parcours de soins tel que l'on peut le mettre en place, avec un appel au centre 15 sur les signes. Il y a des campagnes d'information régulières qui expliquent les signes d'alerte qui doivent alerter la population à appeler le 15. Les centres 15 doivent être organisés, formés à pouvoir retrouver ces éléments et faire des scores, probablement pour pouvoir mieux grader les patients, puis les transporter vers un plateau d'urgence pour une hospitalisation dans une stroke unit, pour après permettre un retour à domicile. Et si on prend cette chaîne du parcours, la télémédecine, elle va s'adapter à toutes les étapes de ce parcours. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous en parler. Donc, le rationnel, c'est ça. Si on définit un accès équitable à l'expertise neurologique à tous les patients dans le cadre de l'urgence ou dans le suivi pour une prise en charge adaptée, quel que soit leur lieu de vie, on est face à ce challenge d'un point de vue sociétal. Ce qui va être très important, c'est d'établir des procédures standardisées entre les acteurs, de les diffuser, de les mettre en place, de faire un processus qualité, de partager les compétences entre les différents intervenants, les former les urgentistes, former les radiologues, de façon à ce que la chaîne de solidarité soit solide, éduquer le patient. Et on peut décliner à ce moment-là des programmes, et donc on peut décliner la téléthrombolyse telle qu'on vous l'a dit. Voilà une modélisation sur la France. En vert, c'est 30 minutes d'accès à une UNV. En jaune, c'est 40 minutes. Et donc, ça, c'est 140 UNV au maximum du plan AVC. Vous voyez qu'il y a encore des zones blanches. Si on inclut les plateaux de télémédecine et les centres d'urgence en rouge et en orange, avec 30 à 40 minutes d'accès, vous voyez qu'on a une couverture un peu plus égalitaire sur le territoire national. Il existe le rationnel scientifique sur la télémédecine et accidents vasculaires. Et donc, finalement, quelles sont les forces et les faiblesses ? Les forces, c'est une organisation. Cette organisation doit prendre la chaîne de production à partir de l'alerte, la partie hospitalière et la partie du retour à domicile dans une version intégrée où l'on doit avoir l'ensemble des outils qui va être important, voir le patient, pouvoir échanger avec le patient, faire les scores, avoir accès aux dossiers, aux données biologiques, aux données d'imagerie. Il existe différents types d'organisations. Je n'ai pas le temps de m'y attacher, mais finalement, les modèles sont assez comme on l'a montré tout à l'heure. C'est un hub central et des SPOC. On peut discuter une certaine déclinaison. Un seul point quand même peut-être à noter, c'est que si on y prend garde un jour, ça peut être un modèle totalement étranger à l'organisation sanitaire qui va réguler et prendre en charge ces patients. Alors en urgence, c'est intéressant pour demander un avis neurologique, pour confirmer une décision de thrombolyse, pour prendre une décision de thrombolyse, pour partager la décision et organiser la prise en charge dans le cas d'une thrombectomie, expertiser les cas complexes et puis favoriser l'organisation. Il existe une littérature abondante, je vous ai fait figurer sur cette diapositive les expérimentations françaises, que ce soit à Besançon, en Bourgogne, dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Lorraine, où finalement l'ensemble des éléments ont montré ce que les Allemands avaient montré, l'équipe de Bavière qui avait montré que finalement la mortalité était identique et l'évolution favorable identique par rapport à une prise en charge sur site. Un exemple de la Franche-Comté, on a l'avantage que Besançon est central sur le territoire de la Franche-Comté. On a eu la chance aussi que dans l'organisation sanitaire, on a des plateaux d'imagerie largement répartis, ce qui permet de pouvoir faire accéder les patients à cette organisation. On a des moyens vidéo sur l'ensemble des centres d'urgence pour organiser la chose. Et donc cette diapositive est la synthèse du résultat de la mise en place de la téléthrombolyse à partir de 2008 et de la thrombectomie. Vous voyez que finalement, à l'UNV de recours de Besançon, où on a l'UNV de recours, la NRI, où on a tous les moyens, on a l'ensemble d'une neurologie qui permet la PDSS. Donc, on n'a pas de difficulté, le taux de thrombolyse a monté. C'est un taux qui est fait sur un dénominateur d'accident ischémique constitué validé. Ce n'est pas tous les AVC. Et donc, vous voyez qu'actuellement, ce taux est à 20% chez nous. Mais ce qui est important, c'est que la mise en place du réseau de télémédecine a permis de donner l'accès à des centres distants et de pouvoir faire qu'en Franche-Comté, sur 1,2 million d'habitants, on a un taux non pas de Besançon, mais sur l'ensemble de la population, qui aujourd'hui, on arrive à thromboliser 13% de la population. Donc moins que si on est sur Besançon, mais là, on ne peut pas enlever l'inéquité du fait que l'on soit à 35 minutes d'un centre, là où au moment où l'accident neurologique va se produire. Donc un point qui est important, c'est que la téléthrombectomie, on voit qu'on est passé à un taux initial en 2015
de 2,6% et en 2016 à 5,6%, c'est-à-dire qu'on l'a doublé. Et donc, on a pu donner un accès comme ça. 40% de nos patients thrombectomisés viennent de centres qui n'ont pas de neuroradio interventionnelle. Donc finalement, c'est un point important. On répond à cette demande et on l'a répondu parce que l'organisation régionale s'est structurée. On peut aussi faire du télé-AVC et de l'hospitalisation. C'est ce qu'on a fait. C'est un modèle que j'appelle unité neurologique de télémédecine qu'on a développé sur le modèle de la Bavière et dont l'exemple emblématique chez nous est Pontarlier, où finalement il n'y avait pas de neurologie, pas de neurologue, pas de lit dédié à la neurologie. Et maintenant, il y a 10 lits de neurologie qui servent de post-suite de soins intensifs de la Stroke Unit, avec des personnels formés, une organisation qui fait que vous pouvez faire un accident vasculaire sur le plateau de Morteau, arriver à Pontarlier dans les conditions difficiles de la neige et pouvoir être traité sur site. Et donc c'est quelque chose qui est important parce que ça donne vraiment une diffusion de cette prise en charge, parce que tout ne se résume pas à la thrombolyse, vous l'avez vu, il y a un après la thrombolyse et beaucoup de patients n'acceptent pas la thrombolyse et ne nécessitent pas une thrombolyse et donc à partir de là, ils nécessitent quand même des soins de qualité de neurologie. On ne peut pas faire l'impasse sur l'éducation et la formation de l'ensemble des participants, que ce soit les PARM, que ce soit les urgentistes, que ce soit les radiologues, que ce soit les infirmières qui rentrent dans ce modèle organisationnel. Eh bien, on peut aussi faire du suivi en télé-AVC. Alors, on peut le faire en face à face, au téléphone, et en utilisant les outils. Eh bien, d'autant qu'on a un cadre réglementaire qui nous y incite. Et un point qui est très important, et je vais prendre quelques secondes pour le dire, on a un guide d'interopérabilité des systèmes donné par la ZIP qui nous permet de dire quelles sont les informations que l'on doit trouver dans un dossier d'un patient qui a un accident vasculaire dès son arrivée aux urgences, lors de son passage dans une stroke unit et lors de son retour. Et l'ensemble de ces données doivent pouvoir interopérer entre les logiciels pour pouvoir suivre dans le parcours du patient. C'est un modèle que l'on va retrouver dans d'autres maladies chroniques, mais qui est très structurant parce que ça standardise les pratiques. Alors les menaces, le financement, aujourd'hui l'acte n'est pas remboursé et donc ça pose un problème sur les hôpitaux. Les GHT peuvent éventuellement les régler. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. La menace, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans ce modèle-là s'il n'y a pas de formation, donc il faut faire cette formation. Il y a bien sûr des résistances au changement, ce qui pose un problème. La rareté de l'expertise neurologique et neurovasculaire reste, et donc l'idée des neurologues était de dire que la télémédecine va réduire le nombre de neurologues à former. Je pense qu'on en est très loin. Le support technique et technologique, ça peut changer sans arrêt, donc il faut faire attention et faire une veille technologique. Et les données scientifiques, elles nous amènent des changements, thrombectomie. On peut aussi avoir une tendance, et je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ubérisation, c'est un risque, et les sécurités des données est un enjeu majeur pour alimenter les big data. Alors, Sandrine nous a montré ce papier qui est très intéressant, qui modélise le drip and chip et le mothership, ce qui est très intéressant. Et elle a bien montré que finalement, quand vous voyez les masses vertes et rouges, c'est que plus on va être éloigné, plus l'accès à un drip and chip, c'est-à-dire en rouge, va être intéressant. Ben oui, on réinvente la roue, c'est-à-dire que si vous avez la capacité chez un patient qui a une occlusion de l'amener sur un plateau de reperfusion en moins de 20 minutes, ben il faut le faire. Et si par contre vous êtes à 120 minutes, ben il va bien falloir essayer de faire quelque chose pour, pendant ces 120 minutes, proposer un traitement au patient. Et le meilleur traitement, ça sera le drip and chip dans ce cadre-là et une thrombolyse IV. Alors finalement, comment on oriente? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quelle est la meilleure méthode pour orienter, avec ce paradigme qui est de dire est-ce que l'on décide de choisir un patient qui pourrait bénéficier de la thrombectomie et on va le mettre dans le drip and chip, c'est-à-dire qu'on va lui faire perdre un peu de temps, ou faut-il mettre tous les patients directement dans une ambulance et les emmener tous sur un centre de neuroradio interventionnel, c'est-à-dire que on va mettre 100% des patients pour en traiter 5%. Et donc, on sera dans cette difficulté qui va être que tous les 80% des patients qui ne vont pas être pris en charge, il faudra les remettre dans une ambulance pour les renvoyer ailleurs. Et donc, finalement, ces patients n'auront pas de prise en charge ou une prise en charge un peu ambulante. Donc, c'est un vrai enjeu et avec une vraie difficulté. Il existe des opportunités. Et l'opportunité la plus importante, c'est le scanner embarqué, comme les Allemands l'ont montré.
Et ils ont montré qu'effectivement, avec ces techniques, on peut arriver en moins d'une heure de traiter 60% des patients en amenant directement les moyens au domicile du patient. Ça nécessite une grande coordination pour en arriver là. Donc en conclusion, j'espère que vous avoir convaincu de la nécessité d'un projet médical, base de la construction du projet de télémédecine, pour évaluer les enjeux locaux, organiser localement sur votre réseau territorial, voir les suivis de retour d'expérience pour faire avancer le processus dans un processus qualité. L'intérêt, ça va être de mailler, de organiser, de grader, et donc finalement, dans ce cadre-là, de pouvoir mettre une proportionnalité nécessaire à la standardisation et au transfert des compétences. Je vous remercie.